Bonjour. La suite de leçon. On s'est arrêté à 512, les arguments avancés par Crayon pour convaincre sa nièce de revenir sur son projet. Au départ, on a vu, le premier argument, c'est les moyens rudimentaires, son statut de roi. Ensuite, deuxième argument, c'est la désacralisation du mythe. Troisième argument, la profanation de l'enterrement. Et le quatrième argument, on a vu, c'est la banalisation de la politique. Il nous rappelle que la politique est une sale affaire qu'il n'a pas choisie, mais tout simplement, il lui était imposé. Et l'enterrement de police n'est qu'une affaire de politique, pour donner l'exemple. La suite des arguments avancés par Crayon, il y a la sixième séquence. Cinquième séquence de la pièce, de page 84 à page 90. Là, ayant constaté que Antigone est inébranlable, que Antigone est trop difficile à convaincre, Crayon a choisi de jouer sa dernière carte. C'est un secret qu'il détient, lui seul, c'est le mauvais passé des deux frères. Bien. Il lui révèle que Étéope et Police étaient tous les deux débauchés, deux voyous, deux mauvais types qui maltraitaient leur père, leur petite sœur, qui battaient leur père. Et que ni l'un ni l'autre ne méritait cet enterrement. Tout simplement, pour donner l'exemple, il a pris au hasard le cadavre sans savoir de qui il s'agit, et il l'a enterré. Et il a dit, ça m'est égal. Il a choisi le cadavre le moins abîmé, et il l'a enterré. C'est peut-être celui de Polynice. Donc c'est une affaire, simplement, de politique. C'est dans l'exemple. Alors, il lui a dit que les deux frères ne méritent pas, ni l'un, ni l'autre ne méritent l'enterrement. Donc, face à cette terrible vérité, Antigone baisse la garde, craque, et décide de remonter dans sa chambre. Alors, par cet argument, le mot passe des deux frères, Crayon arrive à dominer sa nièce. Mais ce n'est pas pour longtemps. Par excès de zèle, il va lui proposer une solution. C'est la sixième séquence, ou bien c'est la sixième partie de la pièce. Ne reste pas trop seul, allons vite cuisinier, appelle les gars. Le roi propose à sa nièce de jouir du plaisir de la vie, du bonheur de la vie, de se marier. Pourquoi? Parce que pour Crayon, le mariage, le bonheur, c'est simple, c'est quelque chose de très simple. C'est quoi pour lui le bonheur? C'est le mariage, c'est avoir une occupation dans la vie, avoir des enfants, un kilo à pied, un livre quand même, un bon pour se reposer le soir, et ça. Cela veut dire que Crayon lui propose un bonheur très simple, très réaliste, très modeste. Une fois il lui a proposé ce bonheur, Antigone s'enflamme de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a une autre conception du bonheur. Bien, pour Antigone, le bonheur, c'est l'immédiat, ce qui est immédiat, ici et maintenant. Pour elle, le bonheur, c'est absolu, c'est parfait, c'est l'idéal. Ce n'est pas le bonheur de Crayon, accepter la banalité, la bassesse de la vie quotidienne. Antigone est un personnage avide d'un bonheur absolu, total et idéal. Donc, là, il y a des conceptions différentes qui s'opposent. Il y a la conception du bonheur chez Crayon et il oppose la conception du bonheur chez Antigone. Très bien. Je résume. La proposition d'un bonheur, c'est Crayon. Le mariage pour lui est l'existence concrète de la vie. Antigone rejette en bloc ce bonheur proposé par son oncle car elle rêve d'un bonheur parfait, idéal et immédiat. Et donc, Antigone revient au point de départ et rejette en bloc tous les arguments proposés par le roi. La mission a échoué. Donc passons maintenant une scène du dénouement. Pour rappeler tout simplement, la structure dramatique ou une pièce de théâtre sont composées de trois parties. La scène de l'exposition, la scène du nœud, la scène du dénouement. Alors la synthèse de la page 97 à la page 99, à tirer tout simplement de la scène. Donc, Ismène intervient de nouveau, demande pardon à sa sœur et il lui annonce qu'elle veut partager son sort. Sortir avec elle pour enterrer Police. Antigone rejette durement cette solidarité parce qu'il la juge tardive. Et elle se sert de cet incident pour pousser le roi à condamner. Antigone est alors amené par les gardes, suivi par sa sœur et Perru. Donc le roi a déjà donné l'ordre de la condamnation d'Antigone. La scène suivante. Crayon est seul avec le cœur. Celui-ci incarne en quelque sorte sa mauvaise conscience. Il tente de le faire revenir sur sa décision et l'avertir des conséquences de son acte. Mais Crayon se justifie dans des arguments. Antigone va mourir. Personne ne parvient bien le pouvoir de l'arrêter. Polynice n'était qu'un prétexte pour elle. Le véritable crime
aurait été bien sûr de la condamner à vivre. Bien, donc Antigone est un personnage pour la mort, fait pour mourir. La scène suivante, de la page 100 à la page 5, c'est le face-à-face d'Aimon et de son père Créon. Pour vous rappeler, Aimon c'est le fiancé d'Antigone. Donc voyons qu'on emmène Antigone, Aimon réclame l'aide de son père. Il demande à son père d'intervenir en faveur de sa fiancée Antigone. Aimon plaide en faveur de sa fiancée. Créon lui demande de l'oublier. Essaie également de le convaincre d'oublier Antigone. Plutôt après l'intervention du cœur, qui propose quelques alternatives, dire qu'il est malade ou bien l'enfermer, plutôt dire qu'il est folle et l'enfermer, dire gagner du temps et la faire fuir quelque part, etc. Bien. Donc le cœur propose de faire passer Antigone une folle, de faire fuir secrètement. Et donc, un nouvel affrontement commence entre le père et le fils. Créon rejette catégoriquement, définitivement les demandes de son fils, pour plusieurs raisons. Petit A, il a tout essayé pour le convaincre, c'est-à-dire Antigone est un personnage difficile à convaincre, un personnage récalcitrant, un personnage, si vous voulez, difficile à faire plier. Deuxième argument, Antigone a préféré sa folie et la mort. Pour Créon, l'affaire d'Antigone est une affaire de pouvoir personnel. Troisième argument, tout est au courant de ce qu'il a fait. Tout est dans la pièce, tout sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, tous les témoins savent que Antigone a bravé, a outrepassé le décret royal ou bien a défié la loi de roi. Bien. La scène suivante. Touché par amour d'Aimon, le cœur exhorte Créon à faire quelque chose pour son enfant. Créon est lui-même atteint par ce malheur, mais il n'a rien à faire bien sûr, parce que Antigone a déjà choisi sa destinée. La scène suivante. Antigone rentre soudainement, poursuivi par la foule haineuse qui envahit le palais et réclame l'intervention de Créon pour sauver la jeune fille. Créon sort vite pour établir l'ordre, laissant le premier garde auprès d'Antigone. La scène suivante. Antigone est seul avec le garde, bien sûr, dans l'attente de sa condamnation définitive. Antigone lui demande de transmettre une lettre à son fiancé Aimon. Au départ, le garde a refusé, mais elle accepte enfin de la prendre sous sa dictée, contre une bague en or. Antigone commence donc à réaliser la gravité et l'absurdité de son geste. Il se présente avec le garde, lui, c'est un moment de désillusion. Il commence à évaluer l'ampleur de son acte. Et en même temps, la présence du garde, si vous voulez, aggrave son Antigone. Pourquoi? Parce que le garde, du point de vue moral, est un homme stupide, grossier, vulgaire. Il est donc secours pour Antigone dans cette peine, dans cette terrible situation. Il est un homme matérialiste, corrompu et rongé par ses affaires personnelles. Il profite du malheur d'Antigone, bien sûr, pour avoir la bague. Il est inhumain, insensible et indifférent envers le sort tragique qui attend Antigone. Il ne parle que de son matériel, de son éternelle rivalité avec ses supérieurs, avec les sergents, etc. Il est également comique, surtout lorsqu'il répète d'une manière comme un écolier qui peine sur sa dictée les phrases dictées par Antigone. Sa présence est une véritable torture pour Antigone. Sa présence accentue la solitude et les angoisses de prince. L'attitude d'Antigone envers son geste. C'est un moment décisif, c'est une scène où Antigone a révélé un autre visage, une autre nature. Antigone commence maintenant à réaliser la gravité de ce qu'il a fait. On a dit au départ que c'est un personnage courageux, c'est un personnage déterminé, c'est un personnage résolu, c'est un personnage difficile à convaincre, mais à la fin de cette scène, il commence à manifester quelques défiances. D'abord, dans cette scène, Antigone craque et avoue ses faiblesses. Il affirme qu'il a peur. Et normalement, un héros n'avoue pas sa peur. Et il commence à demander pardon à Aimon. On demande pardon à Aimon, implicitement, il reconnaît son erreur. Il demande également pardon à toute sa famille pour les malheurs qu'il a causés. Là également, il avoue ses erreurs, ses faiblesses. Bien. Il déclare également que Créon a raison. Pour la première fois, elle dit Créon avait raison.
indirectement, Antigone a tort, peut-être. Et donc, il évalue la gravité de son acte. Et donc, elle déclare également qu'elle ne sait pas pourquoi elle meurt. Bon, au premier lieu, dans les premières scènes de la pièce, elle disait « Je vais mourir par devoir fraternel. Je vais mourir pour la cause de mon frère. Pourquoi? Parce que j'ai mon devoir d'enterrer. Ce qu'on n'enterre pas, son âme ne connaîtra jamais de repos. » Donc ici, il dit qu'il est guidé ou bien il est poussé par un devoir fraternel, un devoir moral, un devoir religieux. C'est l'enterrement de son frère. Mais dans une autre scène, lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi fais-tu ce geste absurde alors ?» Et il dit « C'est pour moi. » Donc ce n'est plus une affaire religieuse, bien une affaire morale, mais ça devient une affaire personnelle. C'est pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas pourquoi je meurs. Et comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Ainsi rend-elle son geste absurde et dénué de toute raison. Antigone ne sait plus maintenant pourquoi elle meurt. Il donne raison à Créon et il se pose des questions à propos de son acte. Bien. La scène suivante, c'est la scène 19, de la page 117 à 119. Je rappelle, entre parenthèses, que la subdivision que j'ai choisie reste personnelle. Juste pour faciliter le travail. Jean Louis n'a pas voulu mettre de scène explicite que ça, numérotée, comme dans le théâtre classique. Il a laissé au lecteur le choix de préciser bien sûr les scènes en fonction des sorties, de l'entrée ou bien de la sortie d'un personnage. Donc, dans la pièce, il n'y a pas, par exemple, scène 21 comme ça, ou bien scène 20 ou bien scène 19. C'est tout simplement pour rendre un petit peu le travail commode et facile. N'est-ce pas? Faciliter le travail. Donc, ne dis jamais que c'est la scène 21 ou bien la scène 20 ou bien la scène 2. Dans une scène, la scène face à Créon et Antigone par exemple, ou bien cette scène du 2. On ne dit pas scène 21 ou bien 20 ou bien 19. Pourquoi? Le choix de dramaturge, Jean-Louis, est bien ciblé. C'est dans le cadre de la modernisation de la pièce d'Antigone. Il s'écarte un petit peu des normes du théâtre classique. Les codes de théâtre classique, pour une pièce de théâtre doit bien sûr respecter, respecter certaines normes, le nombre des actes, le nombre des scènes, la règle des 3 unités, le respect bien de la bienséance, etc. Antigone est une pièce moderne pour plusieurs raisons. Entre autres, il y a les scènes. Il n'y a pas de scènes précises et claires. Je reviens. Donc, la scène 19, l'annonce de la nouvelle du suicide d'Antigone dans son tombeau et de son fiancé aimant à ses côtés. C'est le messager qui vient apporter cette terrible nouvelle. Donc, je répète, Antigone a été enterrée vivante dans une caverne souterraine où il va se pendre, se suicider à l'aide des fils de sa ceinture. Le roi avait l'intention de l'enterrer vivant. Pourquoi? Pour qu'il meure à petit feu. Il sera pour qu'il souffre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, elle, pour abréger ses souffrances et se suicider. Et à côté d'elle, se suicide également son fiancé aimant. Ça, c'est pour la peine, le dénouement, bien sûr, tragique. On a 2 suicides. La scène suivante, bien la scène 20, ayant appris le suicide de son fils aimant, Eurydice, sa mère, calmement, se coupe la gorge dans sa chambre. Bien. La dernière scène de la pièce, c'est de la page 122 à 123. Je vous rappelle que la précision de scène se fait en fonction de la sortie ou bien de l'entrée des personnages. Donc, une dernière intervention du cœur pour commenter la situation, pour commenter la tragédie d'Antigone. Donc, bien sûr, la vie continue, tristement, pour le roi qui reste seul dans son palais, attendre la mort. Et bien sûr, la vie continue, naturellement, surtout pour les gardes, parce que, on l'a déjà dit, ils sont dépourvus de cette imagination, ils continuent leur vie en apportant leur litre de vin rouge et en continuant à jouer aux cartes. Mais les grands perdants de la tragédie, bien sûr, c'est Antigone, c'est Aimant et c'est Eurydice qui ont choisi un chemin, qui ont choisi, à mon avis, le bon chemin. Et bien, continue. Donc, pour la pièce d'Antigone, c'est donc un bref aperçu sur les événements qui se sont déroulés dans la pièce d'Antigone et l'analyse succincte, brève de certains passages, juste pour avoir une idée simple sur le contenu de la pièce. Effectivement, il y a beaucoup à dire
à propos de certaines scènes, mais vu la contrainte du temps que j'ai déjà signalé au début, ne laisse pas l'occasion de détailler. Et comme ça, je termine cette capsule et je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine séance.